Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 28 février, plongez dans le quotidien des réfugiés qui fuient les affres du terrorisme au Burkina Faso pour trouver refuge en Côte d'Ivoire. Ils sont plus d'un millier à Ouangolodougou, localité où nous vous emmenons ce soir. Et puis dans la lutte contre la corruption, un bilan du préjudice financier occasionné pour l'année 2022 a été dressé. On parle de plus de 175 milliards de francs CFA. Et puis on terminera sur un mot de sport avec cette nouvelle distinction pour Lionel Messi, l'Argentin qui a été sacré meilleur joueur FIFA 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, en ouverture de notre journal, nous vous emmenons à Ouangolodougou, à la frontière avec le Burkina. Cette localité, comme plusieurs autres, accueille les ressortissants burkinabés qui fuient les attaques terroristes dans leur pays. Dans la localité, il serait plus d'un millier. Nos envoyés spéciaux, Thierry Médandier et Tanguy Conan, partagent avec vous ce soir leur histoire, leurs espoirs. Ouangolodougou, commune frontalière ivoirienne, à la lisière du Burkina Faso. C'est ici que des centaines de personnes, fuyant les attaques terroristes au pays des hommes intègres, ont trouvé refuge. Disséminés dans la ville, plusieurs sont hébergés dans des résidences mises à leur disposition. Parmi eux, cet octogénaire, séquestré pendant 22 jours par des éléments des forces terroristes. Je suis arrivé ici après avoir été séquestré par des djihadistes, prétextant que je suis le chef d'Ozo qui ferait des formations de jeunes contre leur progression dans la zone de Banfora. Pendant 22 jours, j'étais dans leurs mains. Ils ont tenté de m'égorger. Ils ont tiré, en vain. Dieu n'a pas voulu que je meure, mais que je vienne plutôt manger ici. Très bien. À terme, l'impensable salut. Il prend alors le chemin du refuge de l'autre côté de la frontière. Autre bénéficiaire de l'hospitalité de Ouangolodougou, ce guide religieux, activement recherché pour son activisme contre un islam radical et violent. C'est la fumée des attaques terroristes dans le pays Mossi vers nous à Banfora qui m'ont fait fuir. Quand le tonnerre gronde, chacun se cherche avant l'accalmie. Je suis alors venu ici à Ouangolo avec la famille. J'ai été très bien accueilli. Loin de ses terres natales, il a déposé ses valises dans cette cour du nouveau quartier. Le quotidien à reconstruire avec enfants et talibés est meublé de prêches et autres enseignements coraniques. Pour ces réfugiés, la vie sans être rose a son côté positif, la paix du cœur et de l'âme. La maison est pleine de vivres. Moi-même, je mange chez le chef canton. Mais ceux qui sont ici dans la cour, 19 personnes, toutes mangent ici. Je ne suis jamais sorti un jour pour payer à manger. Tout Ouangolo m'a pris à deux mains. On m'a même offert des habits. Voilà un que je porte et les autres que voici. Cet état d'âme, ils le doivent au chef de canton. À sa résidence, l'on retrouve des fugitifs venus comme à l'accoutumée, échanger les idées et ainsi s'évader du souvenir de sa captivité. Sur les lieux, l'ambiance est bon enfant. L'autorité traditionnelle locale dit répondre ainsi à l'appel à la solidarité du président de la République, Alassane Ouattara, lancé à l'issue d'un récent Conseil des ministres. Si ton frère est président et un étranger venu chercher l'hospitalité dans son pays, descend chez toi, tu te dois de bien le prendre. C'est ce que nous faisons en son nom et à sa demande. Même état d'esprit du côté de la municipalité, son premier responsable rassure ses hôtes de l'engagement de la commune à répondre aux besoins d'assistance. Ils sont plus en sécurité ici, donc je pense que l'état d'esprit est déjà bon. Et c'est ce qui même leur permet de collaborer avec nous. Je peux dire qu'il y a certains même déjà même qui ont commencé déjà à travailler même dans la ville, voilà, qui font la main d'œuvre. Il y a déjà d'autres aussi qui sont allés peut-être faire quelques cours ou autres pour aller faire la main d'œuvre là-bas. Et les femmes même disent qu'elles peuvent être des ménagères, même voilà, si on a besoin d'elles pour du travail, elles sont disponibles. Voilà. Nous sommes à la frontière
Voilà, nous on va là-bas, ils viennent ici, donc ouais, du coup on se connaît. Voilà, donc je pense qu'il y a la confiance. Pour l'heure, Ouangolo a opté pour une prise en charge dans des familles d'accueil. Mais la localité qui s'attend à un flux de réfugiés plus important anticipe, avec l'octroi d'une parcelle en cours d'aménagement. Site où doit être construit un centre d'accueil et d'assistance aux réfugiés des attaques terroristes au Burkina Faso, dont plus du millier séjournent sur le sol de Ouangolo. Rendons-nous à présent au poste frontière de l'Alé-Rabat, dernière localité avant le territoire burkinabé. Après la mesure de levée de la fermeture des postes frontières en lien avec les restrictions sanitaires anti-Covid-19, comment vit-on la décision du gouvernement ivoirien? Quel impact sur les activités économiques à la frontière, notamment au bureau des douanes ivoiriennes de Ouangolo-Dougou? Les réponses dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Tim Edandje et Tanguy Konan. Bureau frontière, douane, Ouangolo-Dougou. À la lisière du Burkina Faso, dimanche 22 février. Les hommes du service scanner, fruit de la digitalisation des opérations douanières, sont à leur poste. Ici, fini depuis belle lurette le traitement physique des produits du cru. Sur l'IPS 1, c'est-à-dire que les stations de traitement des images, nous avons automatiquement l'image qui ressort du camion scanné. Ici, nous avons des icônes qui nous permettent de mieux voir dans le camion et voir s'il n'y a pas autre chose qui est déclarée. Là, ici, à partir de la déclaration, nous savons que nous avons des oignons. À terme, rien à signaler. Le véhicule traité peut alors quitter le poste pour sa destination finale. Depuis la fermeture des frontières, le traitement du cru occupait 2/3 des opérations douanières. Quelques heures après la réouverture du poste frontalier, ces autres acteurs, cars, mini-cars et véhicules personnels, signent leur retour. Viens avec le détecteur de métaux, voilà. Tous sont pris en main par les hommes du général Dapierre. Ce contrôle physique n'est toujours pas bien compris. Le chef des lieux joue alors la carte de la diplomatie. Nous sommes une porte d'entrée. On doit savoir tout ce qui rentre, tout ce qui est suspect. On essaie de les persuader, de leur expliquer le bien fondé de l'action que nous menons. Les usagers baissent pavillon et les opérations vont à leur terme. On a fini, hein? On a rien trouvé, vous pouvez partir. En arrière, un quart de retour dans le trafic sur la ligne Ouagadougou-Abidjan. Les box aménagés, en prévision de la reprise, reçoivent leurs premiers usagers. Vous allez déposer là. Cap maintenant sur l'Alé-Rabat. Au poste frontière, des usagers de retour dans le trafic se préparent à franchir ce qui était, du fait des restrictions sanitaires anti-Covid-19, le rideau de fer. Une fois le poste franchi de part et d'autre, conducteurs, transporteurs et passagers exultent. On s'est débrouillé ici national là. Voilà. Mais maintenant, comme on fait international, on remercie le président pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, c'est une grande joie pour moi, personnellement, parce que je suis, pendant toutes ces années-là, entre les deux pays, en train de valoriser nos pagnes africains et ça n'a pas été facile pour moi. Et hier, à savoir que je peux avoir San Pedro direct, et là, ce fut une grande joie pour moi et c'est comme si c'était un rêve. Ça fait beaucoup de jours, beaucoup d'années, on n'est pas venu ici depuis la fermeture et c'est aujourd'hui que je mets pied ici. Vraiment, on remercie les autorités. Vraiment, c'est un plaisir pour nous. Et là, on va faire les navettes et va-et-vient. Et voilà. Je suis très content. Je quitte à Bobo du Lasso, je rentre à Boaké. Ça tisse un lien entre nos frères parce que souvent on a des affaires là-bas qu'on ne pouvait pas aller traiter. Mais maintenant, ça facilite beaucoup de choses. La cohésion et puis le monde des affaires. Le président ivoirien, on le félicite bien parce que ce qu'il vient de faire, on ne sait pas ce qu'on peut le dire. La réouverture des frontières, saluée par tous, n'exempte pas pour autant du suivi des mesures barrières, lesquelles restent de mise. Vous avez les cartes de vaccination, Covid et puis le carnet international. Oui. D'accord, on peut voir. Les forces de l'ordre déployées sur les lieux veillent également au grain. Objectif, concilier les impératifs de défense nationale et échange économique à l'heure de la réouverture des frontières, gage d'intégration des peuples.
Inaugurée en novembre 2018, l'usine Nexans célèbre ses 5 années d'existence en Côte d'Ivoire. Occasion pour les responsables de la structure de faire un bilan du parcours et surtout d'envisager des perspectives. Elle a à cet effet donné une conférence de presse ce mardi 28 février pour présenter les acquis et les défis de l'entreprise spécialisée notamment dans la fabrication de câbles électriques. Moussa Nikiema, Joseph Zécré. 58 000 km de câbles installés sur l'étendue du territoire national. Plus de 1000 jeunes et près de 300 professionnels formés au métier de l'électricité, des chiffres ressortis lors du bilan de parcours du groupe Nexam à l'occasion de la célébration de ses 5 années d'existence. Un bilan estimé satisfaisant. Forcément, on est fiers de d'où on vient, mais on a beaucoup plus d'ambition, donc on est là pour rester. Et donc, on est là pour continuer à faire nos efforts, multiplier nos efforts et, plus important, accompagner chacun de nos collaborateurs et apporter une valeur ajoutée au sein de nos clients. Au-delà du bilan, c'est aussi le lieu de présenter les perspectives de la première usine de production de transformateurs et de postes préfabriqués en Côte d'Ivoire. En termes de perspectives, déjà, au sein de l'usine, c'est de rassurer que l'engagement de nos employés soit adéquat. En termes de sécurité, on veut que tout le monde travaille dans un environnement de sécurité, de monter en compétence en formant certains de nos collaborateurs à des usines en dehors de la Côte d'Ivoire, des usines qui ont beaucoup plus d'expérience. Déjà, le plan de formation est déjà mis en place, ça a déjà commencé. Nexan, c'est aussi une académie dédiée à la formation continue et à l'encadrement des apprenants. Un programme dont ont bénéficié plusieurs jeunes. J'ai participé à cette formation et cette formation vraiment a été vraiment bénéfique pour tout électricien, parce qu'à travers cette formation, il y a eu quand même pas mal de données qui ont été citées là-bas, c'est-à-dire que concernant les normes électriques, c'est tout bien parce qu'il peut y avoir des appareillages, mais si vous ne savez pas comment est-ce que vous les utilisez, voyez-vous donc que ça ne sert à rien. Présent dans 42 pays à travers le monde, l'usine de Côte d'Ivoire est inaugurée le 9 novembre 2018 sur une surface de 32 000 m². Elle compte une centaine d'employés qui œuvrent pour son bon fonctionnement. Tant de rapprochement vis-à-vis de Dieu et d'interrogation sur sa propre vie, le temps de carême repose sur 3 piliers que sont l'aumône, le jeûne et la prière. Au cours de ce temps fort de l'Église, il est recommandé aux chrétiens d'être un exemple tant dans sa société que dans son environnement de travail et entre autres, mais aussi de se soumettre aux pratiques religieuses, notamment la messe, la lecture biblique et le chapelet. Que représente ce temps de carême pour l'Église catholique? Quelles sont les obligations et les interdits? Nadia Eja, Mathurin Badé. Chaque année, les chrétiens catholiques se soumettent au carême, un temps fort de la religion qui précède la fête de Pâques. L'Église l'a institué pour nous préparer à célébrer la grande fête de Pâques. C'est parce qu'il y a Pâques qu'il y a carême. Donc c'est un temps de pénitence, de purification, de privation, et ce temps dure 40 jours. 40 jours pour rappeler les 40 années du peuple d'Israël au désert, ainsi que les 40 jours de jeûne du Christ. Pourtant, en comptant les jours à partir du mercredi des Cendres, le carême dure exactement 46 jours. À l'origine, le carême commençait un dimanche. C'est le pape Grégoire le Grand qui a ramené le carême au mercredi précédent. Dans ces 46 jours, il y a 6 dimanches. 6 dimanches. Or, le dimanche dans l'église, c'est des moments de célébration de la résurrection du Christ, tout ça. C'est des moments de joie et de victoire sur le péché, sur la mort. Donc, quand on soustrait ces 6 dimanches, nous revenons effectivement aux 40 jours. Si les 6 dimanches ne font pas partie des jours de privation en nourriture et en boisson, seuls 2 jours de jeûne sont véritablement imposés par l'Église. Les 2 jours d'obligation, c'est le mercredi des Cendres et le vendredi saint. En dehors de ces 2 jours-là aussi, le bon chrétien catholique pourrait utiliser ces jours-là aussi pour jeûner, pour faire pénitence. Durant le temps de carême, il y a 2 solennités on vit habituellement. Le 19 mars, qui est la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, et le 25 mars, qui est la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Donc ces 2 jours-là sont des jours où on ne jeûne pas. Et les solennités sont considérées comme les dimanches. Aux chrétiens ayant la capacité, il est tout de même recommandé de jeûner, mais surtout de ne pas se limiter à la privation d'eau et de nourriture. S'il y a des fidèles qui sont capables de jeûner pendant 48 jours, mais ça c'est vraiment l'idéal. Mais ce que nous recherchons, il ne s'agit pas de jeûner parce qu'il faudra jeûner. Je peux jeûner 40 jours,
mais je suis infidèle. Je peux faire 40 jours de jeûne, mais je triche toujours en classe. Mon jeûne n'a pas de sens. Je vais trouver le temps de faire mon chapelet, le temps de faire la messe, le temps de faire une adoration, le temps de faire une lecture de la parole de Dieu, ou bien le temps de lire un peu la vie d'un saint qui peut m'inspirer, puisque les saints sont des modèles, des exemples pour nous. En plus du jeûne et des actions spirituelles à mener, le jeûne doit se ressentir dans son environnement proche à travers une conduite exemplaire et la charité envers les nécessiteux. C'est un repas par jour quand on a jeûné. Et c'est comme ça si on le fait pendant les 40 jours, c'est-à-dire qu'on aura un repas durant les 40 jours. On ne fait pas le cumul de repas du matin, de midi pour le manger le soir. Non, ce qu'on a mis de côté le matin à midi me permettra de venir en aide à des pauvres. Donc celui-là, le temps de carême n'est pas un moment d'épargne ou d'économie, mais les économies qu'on fait, entre guillemets, pour le jeûne viennent me donner l'occasion d'aider les plus pauvres. En ce temps de carême, les chrétiens sont invités à une crainte profonde de Dieu et à se saisir des fondamentaux de l'Église catholique en pratiquant la prière, le jeûne et l'aumône. Des gestes à perpétuer au-delà même de cette période. Selon le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, le potentiel préjudice financier occasionné par les actes de corruption en Côte d'Ivoire et les infractions assimilées et dénoncées s'élève à plus de 175 milliards de francs CFA, et ce, de janvier à décembre 2022. Cette information a été révélée lors de la rentrée solennelle 2023 du ministère. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, un prix de la meilleure production journalistique a d'ailleurs été lancé. Salifia Lekwe, Tanguy Conan. Le potentiel préjudice financier occasionné par les actes de corruption en Côte d'Ivoire et les infractions assimilées dénoncées est de 175 761 601 907 francs CFA de janvier à décembre 2022. Telle est l'annonce du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui a organisé sa rentrée solennelle. Une occasion pour le ministre Epiphane Zoro et ses collaborateurs de dresser le bilan de leurs actions et dégager les perspectives. Pour le ministre, la lutte contre la corruption est l'affaire de tous, notamment les hommes de médias, d'où la mise en place d'une plateforme de journalistes d'investigation avec le renforcement de capacités de 60 acteurs des médias. Un prix pour primer la meilleure production journalistique en matière de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption a été lancé. Nul ne l'ignore, pour lutter efficacement contre la corruption, il faut le soutien de tous. Le gouvernement, les partenaires au développement, les organisations de la société civile, les travailleurs des secteurs publics et privés, les syndicats, les citoyens et surtout les journalistes. Des efforts ont été faits dans le sens de l'amélioration de la gouvernance avec la ratification de plusieurs conventions internationales et surtout avec la mise en place de mécanismes structurants ayant permis de créer à nouveau la confiance entre l'État et les citoyens d'une part et entre l'État et les partenaires techniques et financiers d'autre part. Cette volonté politique de haut niveau a hissé notre pays à un niveau bien meilleur à celui qu'il y avait il y a de cela une décennie. Des initiatives saluées par les journalistes qui entendent jouer leur partition. Il était important pour le ministère d'associer les journalistes qui sont ceux-là même qui sont appelés à donner chaque jour que Dieu fait les informations, aller à l'information. Et donc il fallait être outillé, avoir la base nécessaire. Ma contribution ne sera que celui des journalistes qui cherchent et qui va à l'information, qui relève les fautes, qui décrit, qui dénonce. En Côte d'Ivoire, l'impact de la corruption est estimé à plus de 1400 milliards de francs CFA de pertes annuelles de recettes, un montant équivalent à 4% du produit intérieur brut. La 28e édition du FESPACO bat son plein dans la capitale burkinabé depuis le 25 février dernier. Représentée avec 3 films, la Côte d'Ivoire est entrée en lice ce 27 février avec le film « Sur les traces de mes ancêtres » de la réalisatrice Zeynab Soumaoro. Reportage. C'est devant un public composé de professionnels et de passionnés du 7e art, tous réunis au cinéma Canal Olympia de Pissy à Ouagadougou, que la réalisatrice ivoirienne Zeynab Soumaoro a présenté son film « Sur les traces de mes ancêtres ». Aujourd'hui au FESPACO, c'est une très grande joie, c'est une fierté
d'abord pour mon institut, mais en plus pour la Côte d'Ivoire, vu qu'on est là en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une fierté, un honneur et un hommage surtout à mes ancêtres. Parce que c'est d'eux que je parle et c'est grâce à eux que je suis là aussi. Un documentaire qui a retenu l'attention du public. J'ai sincèrement aimé la production. Je pense que ce film est bien parti pour être primé dans la catégorie cinéma-école. J'ai trouvé le film vraiment intéressant parce que c'est vraiment nécessaire de savoir d'où l'on vient et franchement son documentaire est très instructif. Le film s'inscrit dans la liste des compétitions officielles du festival. Avec l'insertion des films écoles au FESPACO, cela va booster encore l'enseignement du cinéma dans les écoles, va encore engranger plus d'élèves, plus de passionnés de la production et nous avons confiance que le cinéma va pouvoir revivre. La Côte d'Ivoire est représentée dans cette catégorie avec 3 productions. 11 films ivoiriens sont en lice pour les Yenenga 2023. Les résultats seront connus ce samedi 4 mars 2023. Auréolé de son tout récent titre de champion du monde avec l'Argentine, Lionel Messi a été sacré lundi soir meilleur joueur de l'année 2022 FIFA lors de la remise des trophées FIFA Best. C'était à Paris, en France. Salif Yalekwe. Auréolé de son tout récent titre de champion du monde avec l'Argentine, Lionel Messi a été sacré lundi soir meilleur joueur de l'année 2022 lors de la remise des trophées FIFA Best à Paris, en France. Oui, ça fait 2 ans que je n'avais pas assisté à cette cérémonie. Maintenant, nous sommes de retour avec plusieurs coéquipiers de la sélection, donc je suis heureux des résultats. Oui, j'ai réalisé mon rêve, remporter le trophée dont tous les joueurs rêvent, est le plus important. À part ça, j'avais déjà tout gagné, c'est le seul qui me manquait. J'ai eu la chance de terminer ma carrière de cette manière, en réalisant mon plus grand rêve, c'était particulier. C'était spécial quand on est revenu après la Copa América. Après la Coupe du Monde, je n'imaginais pas ce qui allait arriver. C'était dingue, et là ce sera sans doute pareil. Son sélectionneur Lionel Scaloni a décroché le titre d'entraîneur de l'année, succédant ainsi à Thomas Tuchel, titré la saison dernière pour son parcours en Ligue des Champions avec Chelsea. Je suis content, c'est ce que nous voulions. J'ai un poste de rêve, mais cela dépend toujours des résultats. Ce sont les résultats qui décident. Je suis à un poste de rêve avec des joueurs qui donnent leur vie pour le maillot, avec la fédération qui nous appuie, avec les gens qui nous soutiennent. Vous les journalistes qui êtes une part importante de tout ça, donc tout se combine bien. Puis, ce sont les résultats qui décideront. La soirée a été l'occasion d'un hommage rendu au Brésilien, Roi Pelé, la légende mondiale décédée le 29 décembre dernier. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a remis un prix spécial à la veuve du triple champion du monde, aux côtés du Brésilien Ronaldo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur NCI.